toutes et à tous, bienvenue sur la table ronde, ces nouvelles vulnérabilités dont nous devons nous protéger. Aujourd'hui, on va parler de la santé dans un sens très très large, du fameux concept One Health, avec la santé intégrée dans un écosystème commun avec les hommes, les plantes et l'environnement. Avec nous pour parler de ce sujet, trois experts qui vont nous accompagner pendant ces 25 minutes de table ronde. Nous avons Philippe Mauguin, président de l'INRAE. Bonjour, bienvenue. Nous avons Laurine Azoulay, ingénieure agronome et chargée de plaidoyer souveraineté alimentaire de CCFD Terre Solidaire. Bonjour Laurine, bienvenue. Bonjour, merci. Et puis nous avons Gilles Salva, directeur général délégué de l'ANSES. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, on va parler dans un premier temps de la santé des végétaux, plus précisément avec Philippe. Si on regarde un petit peu l'actualité, on voit que récemment, on a eu plusieurs crises agricoles, alors liées ou non au réchauffement climatique, mais dans tous les cas, c'est un sujet de tension. Et dans un récent sondage de BVA d'ailleurs, on voit que le dérèglement climatique et ses conséquences est la première source d'inquiétude chez les agriculteurs devant les lois, les normes ou l'augmentation des coûts. Donc c'est un sujet sur lequel nous allons revenir, notamment sur les menaces qui pèsent sur la production agricole et sur la sécurité alimentaire. Philippe, vous travaillez sur le sujet. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et tous. Le sujet du dérèglement climatique, il est devenu en quelques années omniprésent sur la scène agricole. Alors on l'avait, les scientifiques du monde entier, y compris ceux d'INRAE, travaillent depuis très longtemps au niveau international sur le climat, la biodiversité, l'impact du dérèglement climatique pour mieux le comprendre, l'anticiper et trouver des solutions. Peut-être que dans l'esprit d'une partie des professionnels agricoles et de nos concitoyens, les impacts étaient attendus plutôt sur des zones tropicales, sur des territoires éloignés, et on a vu progressivement les expériences d'accidents, d'événements extrêmes climatiques, que ce soit des épisodes de sécheresse prolongés comme on a eu il n'y a pas très longtemps en France, ou au contraire des excès d'eau qui ont commencé d'impacter y compris les zones tempérées, dites tempérées. Et donc c'est vrai que ça a un impact déjà très fort sur l'agriculture en France et dans le monde. Nos chercheurs ont montré que depuis les années 2000, le progrès que la recherche amène, puisque les chercheurs du monde entier travaillent pour améliorer la productivité des plantes grâce au progrès génétique notamment, on a depuis une quinzaine d'années le progrès technique qui est contrebalancé, neutralisé par les effets du dérèglement climatique. Effets sur les récoltes, accidents, pertes de récoltes, etc. etc. Donc il y a un premier effet qui est constaté de façon maintenant assez pérenne sur les récoltes dans le monde. Et puis il y a une deuxième dimension qui n'est pas liée que à l'effet de gel ou à l'effet de sécheresse sur la récolte, qui est lié à notre sujet de la table ronde, qui est un impact sur les bioagresseurs, que ce soit les insectes ravageurs des récoltes ou que ce soit sur les maladies dites fongiques liées aux champignons. Et donc on a pu constater qu'on avait une augmentation à la fois du risque, de l'aléa, d'attaque des récoltes, de la fréquence donc, de l'intensité des récoltes et de l'exposition des récoltes dans le monde, y compris en France. Donc c'est vrai que les deux combinés, si on prend des exemples concrets, nos vignerons pratiquement chaque année font face, en même temps qu'ils font face à des difficultés climatiques, à des attaques de champignons sur les vignes, oïdium, mildiou, qui les amènent à utiliser beaucoup de produits phytosanitaires qui vont être des sujets évidemment difficiles avec le voisinage, pas forcément compris par les citoyens, qui ont un impact sur l'environnement et sur la santé, qui peuvent générer des normes. Et donc on peut non pas forcément justifier, mais comprendre et décrypter les amalgames qui sont parfois faits, comme dans l'actualité récente, entre normes environnementales, contraintes, et puis tout simplement la recherche que nous menons avec nos chercheurs et nos partenaires pour trouver des solutions qui soient des solutions durables. Donc c'est vrai que c'est, on pourrait dire, une nouvelle vulnérabilité
Pour donner un autre exemple de ce qui peut nous attendre dans les prochaines années, on a un certain nombre de maladies qui sont transmises pas directement, les bactéries n'arrivent pas directement sur les plantes, mais elles peuvent être portées par des vecteurs, des insectes. On peut citer l'exemple de Xylella fastidiosa, dont vous avez peut-être entendu parler, on en a parlé il y a quelques années, quand cette bactérie a détruit une partie importante des récoltes, des plantations d'oliviers en Italie, dans le sud de l'Italie, notamment dans les Pouilles. On a craint à ce moment-là que Xylella se déploie et infeste les oliviers, voire les vignes en France, en Corse. Il y a eu quelques cas qui ont été donnés. Bon, cette bactérie, elle est transportée par un insecte, une cicadelle. Selon l'évolution du climat, qui est maintenant assez bien connue, la probabilité que ces cicadelles puissent venir un peu plus, remonte vers le nord de l'Europe et puissent du coup infester davantage les cultures augmente. Il y a une cicadelle, une variété, une espèce de cicadelle mexicaine qu'on retrouve dans le bassin méditerranéen, mais pas encore en France, qui est une espèce d'insecte suceur qui a une capacité à propager davantage Xylella fastidiosa, qui peut entraîner la maladie de Pierce sur les vignobles. Ça, pour nous, c'est un risque assez important. Donc, il faut qu'on investisse à la fois dans la recherche, la connaissance des virus ou des bactéries qui vont déclencher les maladies. Il faut bien connaître aussi les vecteurs, les insectes et leur cycle de vie qui vont se propager, être capable de prédire l'ère d'exposition, l'ère d'évolution de ces insectes en tenant compte des prévisions des climatologues. On travaille évidemment avec les prévisions du GIEC et ça permet de faire des cartes actuelles et prospectives de l'évolution de l'implantation possible de ces insectes. J'aurais pu dire aussi qu'un autre facteur amplifie le risque, le commerce international, la circulation des marchandises, et donc on a à l'esprit des exemples d'insectes ravageurs qui pouvaient être présents en Chine ou en Amérique latine, pas du tout présents dans nos contrées, qui vont pouvoir être introduits en même temps qu'un container de marchandises arrivé en Europe et ensuite pouvoir se propager. Donc des recherches de connaissance de ces risques, de ces insectes, de ces bactéries, de leur mode de propagation, et puis aussi un effort à faire en termes de surveillance. Et ça, c'est aussi un travail qu'on mène avec nos collègues de l'ANSES, Gilles pourra en parler, et bien d'autres chercheurs, le ministère de l'Agriculture en France et aussi les agriculteurs, qui peuvent faire remonter des données pour qu'on puisse détecter le plus tôt possible l'arrivée soit d'un vecteur, soit d'une maladie. Justement, ces vecteurs de d'autres pays, ça peut être directement des vecteurs de maladies directement à l'homme, pas uniquement vers les plantes. Gilles, vous recensez aussi ces nouvelles maladies qui arrivent par des moustiques, des tiques, enfin, en tout cas, c'est... Tout à fait. Alors, le dérèglement climatique a des conséquences, et évidemment, sur les maladies qu'on va avoir en Europe, et en France en particulier. Mais il a aussi des conséquences, d'abord, sur l'émergence de ces maladies, là où elles émergent, et c'est plutôt dans l'hémisphère sud, et peut-être ma voisine en parlera mieux que moi, mais il y a un certain nombre de... L'anthropisation en Europe, elle s'est faite depuis le néolithique, notamment l'anthropisation liée à la conquête des territoires agricoles sur les forêts primaires. Au Moyen-Âge, il y avait encore de la forêt primaire, mitée par des petits villages et des habitations, mais tout ça s'est fait depuis le néolithique, c'est-à-dire sur une période de 20 000 ans. Actuellement, dans certains pays du Sud, pour aller exploiter des ressources rares dans les forêts tropicales, cette anthropisation, elle prend quelques mois. Forcément, on n'a pas la même résilience de la nature, et cette anthropisation, j'allais dire, elle va faire sortir les virus du bois. C'est probablement comme ça que le SARS-CoV-2 est sorti du bois. Enfin, ce n'était pas lui, c'était un autre, mais qui s'est transformé et qui est devenu le SARS-CoV-2. On sait que vraisemblablement Ebola est sorti comme ça aussi de la forêt tropicale. Donc il y a réellement le premier enjeu de ne pas détruire les forêts primaires pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est aussi un enjeu direct d'émergence. Ensuite,
notre réchauffement climatique tel que nous le vivons fait qu'on a créé des niches écologiques qui n'existaient pas pour des espèces d'insectes, d'acariens, qui transmettent des maladies et qu'on n'avait pas avant. On a depuis longtemps du commerce international, y compris de fleurs, y compris de produits végétaux, qui arrivent par les grands ports du nord de l'Europe, Anvers, Rotterdam, qui arrivent sur le marché aux fleurs à Maastricht pour les fleurs. Et on a toujours eu, avec ces containers de denrées, des insectes qui ressortaient. Qu'est-ce qui fait qu'à partir de 2008, on a eu une succession d'émergences de maladies animales, fièvre catarrhale ovine notamment, plusieurs sérotypes différents depuis 2008, la maladie de Schmallenberg, un nouveau virus aussi qui a atteint nos cheptels en 2011, eh bien, c'est que les culicoïdes qui vectorisent ces maladies ont trouvé des espèces relais qui ont des périodes vectorielles beaucoup plus longues parce que les périodes de chaleur sont beaucoup plus longues qu'elles ne l'étaient entre le printemps qui commence plus tôt et l'automne qui finit plus tard. Voilà, de la même façon, on a, alors ça c'est l'introduction, on a aussi des choses qui remontent du sud vers le nord, peut-être qu'on pourra en reparler après, mais en particulier des maladies nouvelles, comme la fièvre de Crimée-Congo, qui est transmise par une tique qui s'appelle Yaloma. Cette tique était présente depuis probablement le début des années 60 en Corse, mais à bas bruit, et dans le sud de l'Espagne également sur quelques espèces. Mais on voit petit à petit que ces tiques remontent du sud de l'Espagne vers le sud-ouest de la France. Ces tiques sont les vecteurs de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Et pour la première fois, il y a quelques années, nos collègues du CIRAD ont trouvé des bovins séropositifs, donc qui avaient été en contact avec le virus, en Corse d'abord, puis dans les Pyrénées-Orientales très récemment. Et on a trouvé des tiques porteuses de ce virus sur notre territoire, ce qui veut dire qu'on aura des cas autochtones. Et donc, il faut s'y préparer et on verra peut-être dans la suite comment on peut s'y préparer. Laurine, vous avez un regard encore plus... Vous allez plus loin. Vous êtes aussi sur tout ce qui est... Parce qu'on va avoir des problèmes sur la production agricole, forcément. Mais au-delà de ça, il y a un enjeu aussi politique derrière et un enjeu d'accessibilité à ces ressources. Et c'est un peu votre rôle aussi de faire comprendre qu'il n'y a pas qu'un enjeu, entre guillemets, lié au réchauffement climatique. Il est là, il va forcément augmenter les pressions, mais il y a aussi des choix à prendre au niveau politique. Oui, tout à fait. En fait, quand on parle de vulnérabilité, il y a effectivement des vulnérabilités liées au changement climatique, mais il y a aussi des vulnérabilités qui sont d'ordre économique ou politique. On est dans un contexte où les conflits se multiplient, les inégalités explosent, où on est de plus en plus dépendant au marché international et au marché financier des matières premières agricoles. Aujourd'hui, le blé, le sucre, le jus d'orange que vous consommez sont dépendants des marchés financiers et donc des fluctuations de ces marchés. Et tout ça se traduit par une crise alimentaire et des chiffres de la faim qui sont quand même très inquiétants. On a à l'échelle mondiale 30% de la population qui souffre d'insécurité alimentaire. Et la France ne fait pas exception. En France, on a environ 16% de la population française qui souffre aussi d'insécurité alimentaire. Donc comment est-ce qu'on fait pour nourrir un monde dans un contexte de multiplication des crises et de différentes formes de vulnérabilité? D'abord, on a besoin de produire de la nourriture, de maintenir, de restaurer les facteurs de production, le sol, la ressource en eau, la biodiversité sauvage, mais aussi la biodiversité cultivée, dans un contexte de changement climatique et de vulnérabilité liée au climat et à la santé. Mais pour produire, on a aussi besoin d'agriculteurs. Et ça, c'est la dimension économique et sociale de la problématique. On le voit avec la crise actuelle, faire du métier d'agriculteur un métier attractif, installer des paysans, promouvoir l'accès aux terres, l'accès à un marché et à des prix justes et rémunérateurs, c'est un enjeu majeur. Et sans eux, on ne pourra pas éliminer la faim, on ne pourra pas garantir la sécurité alimentaire mondiale. Juste un chiffre aussi pour la France qui ne fait toujours pas exception sur ce sujet. 16% des ménages agricoles vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Voilà. Maintenant, est-ce qu'avoir suffisamment d'agriculteurs pour produire suffisamment de nourriture, ça résout le problème? Autrement dit, est-ce qu'on est sur un problème de quantité? En fait, on constate quand même qu'à l'échelle mondiale, aujourd'hui, si on prend uniquement la calorie alimentaire, on produit suffisamment pour répondre aux besoins de la population mondiale. En parallèle, on a un tiers des aliments qui sont ou perdus ou gaspillés, et on a des régimes alimentaires qui vont vers de la surconsommation de certains produits.
Et donc j'en arrive à mon troisième point, ce que vous évoquiez, la question de l'accès à la nourriture. D'après la FAO, donc l'organe de l'ONU qui traite les questions agricoles et alimentaires, le manque d'accès à une alimentation saine, c'est en fait la principale cause d'insécurité alimentaire. Et donc c'est surtout un problème d'accès économique. Il faut pouvoir acheter les aliments, ben oui, ça paraît évident, mais il faut pouvoir acheter les aliments, en particulier dans un contexte d'inflation des prix alimentaires. Et là aussi, peut-être un autre chiffre sur le cas de la France, puisque ça va vous parler de façon plus directe. On a quand même 3,5 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire aujourd'hui en France. Donc pour conclure, on est face à des défis techniques de production alimentaire, mais ces défis techniques, en fait, de chercher à augmenter les capacités de production dans les régions qui en ont le plus besoin, d'améliorer la qualité des aliments pour notre santé, ils ne doivent pas masquer les vulnérabilités d'ordre économique et géopolitique, le risque d'une dépendance croissante à un nombre très petit d'acteurs économiques qui gèrent les systèmes alimentaires, le recours accru au marché international, qui est un marché qui est très volatile et très vulnérable au moindre choc. Ben, voilà, il y a toute cette dimension politique, et pour l'adresser, au CCFD Terre Solidaire, nous on utilise le concept de souveraineté alimentaire, qui va un petit peu plus loin que le concept de sécurité alimentaire, puisqu'il questionne la gouvernance des systèmes alimentaires et la place des populations finalement dans cette gouvernance. Oui, vous voulez Oui, non, j'acquiesçais. En fait, c'est vrai que la souveraineté alimentaire, c'est un concept qui est arrivé dans le débat international par la FAO au moment où l'agriculture s'ouvrait au commerce multilatéral. Et l'OMC, donc l'agriculture, qui n'était quand même pas une commodité comme une autre, était intégrée dans le cycle de l'OMC. Un certain nombre de pays, plutôt du Sud, un certain nombre de mouvements paysans ont revendiqué à ce moment-là, pour faire une forme de contrepoids à l'idée de la mondialisation des échanges agricoles, l'idée de la souveraineté alimentaire, le droit des peuples à pouvoir disposer de leur alimentation. Et c'est vrai que pendant les années qui ont suivi, au début du XXIe siècle, on a pu avoir l'illusion, même si, comme vous l'avez très justement dit, on a au moins 800 millions de personnes qui souffrent encore aujourd'hui de la faim dans le monde, ça a augmenté avec le Covid, il y avait quand même l'impression générale que la faim n'était plus vraiment un problème. On l'a inscrit dans les objectifs du développement durable qui ont été arrêtés pour 2030, l'objectif zéro hunger. Malheureusement, et il ne faut jamais être défaitiste évidemment, le dernier rapport qui a été rendu par les Nations Unies nous montre qu'on risque de ne pas atteindre en 2030 et de rester assez éloigné de cet objectif. On se projette pour l'horizon 2050 dans une planète avec plus de 9 milliards d'habitants. Un dérèglement climatique qui malheureusement aura été amplifié, des sols qui sont en danger, soit parce qu'ils sont victimes grignotées par l'urbanisation, soit par les progrès de la salinisation et de la désertification. Donc on a un vrai enjeu de mobilisation à l'échelle de la planète, mais dans chacune des régions, pour protéger nos sols qui sont des ressources absolument stratégiques, protéger la ressource en eau. On ne fera pas d'agriculture sans eau, mais il y a différentes façons de faire de l'agriculture pour économiser l'eau. Travailler avec les paysans pour promouvoir des pratiques agroécologiques qui peuvent être intensives, non pas en produits pétroliers, mais en connaissances. Et comme vous le dites très bien, mettre au cœur la question de l'accessibilité. Ce n'est pas que de la science, de la technique, il y a aussi beaucoup d'enjeux de politique publique. Oui, et il faut, mais même dans nos pays, vous avez raison de le rappeler, l'accessibilité alimentaire est un enjeu. Tout le monde ne mange pas à sa faim. Et donc, on a aussi à travailler dans nos pays qui sont plutôt favorisés sur cette problématique. La question que vous avez évoquée, sur laquelle on travaille, nous aussi, du renouvellement des générations. On a près de la moitié des paysans et des agriculteurs en France qui sont susceptibles de partir à la retraite dans les 10 à 15 prochaines années. Et donc, si on n'arrive pas à renouveler les générations en attirant les jeunes sur les exploitations agricoles, la France elle-même sera en situation de vulnérabilité. Et sur les solutions, puisqu'on va quand même donner quelques solutions avant de terminer cette table ronde, juste pour continuer sur la question agricole, l'agroécologie, c'est aussi votre cœur, enfin en tout cas une des solutions que vous proposez. Est-ce que vous avez un exemple de projet concret où ça a pu fonctionner et qui pourrait être reproductible
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, l'agroécologie, et nous, l'agroécologie paysanne et solidaire qu'on défend, c'est une agriculture qui est effectivement intensive en connaissances et qui s'appuie sur les interactions du vivant plutôt que sur des intrants de synthèse. J'ai plein d'exemples. En fait, on accompagne beaucoup de partenaires d'organisations paysannes dans différents pays. Mais peut-être que si je devais vous en donner un, parce qu'il est un peu rigolo et que j'aime bien le citer, au Sahel, on accompagne des associations villageoises sur la lutte contre l'érosion des sols et la sécheresse. Donc on va mettre en place avec eux des techniques de culture en demi-lune, des techniques qu'on appelle le zaï. Le zaï, par exemple, c'est une technique où vous allez utiliser non pas de la machinerie lourde, mais des termites pour labourer vos sols. Voilà, c'est les termites qui font le travail. Et donc les termites vont permettre de creuser des petits tunnels pour que l'eau s'infiltre et pour que les sols qui étaient au départ très secs puissent s'enrichir en eau et puissent permettre de donner des cultures. Bon, après, on travaille sur plein d'autres techniques. On fait de l'agroforesterie aussi. Et toutes ces techniques-là qu'on met en place avec nos partenaires au Sahel, notamment, ça a permis d'aménager près de 2000 parcelles et de donner accès à des populations à un niveau de vie plus important, puisque non seulement elles arrivaient à se nourrir de leur propre production, mais elles arrivaient aussi, parfois, dans certains cas, à dégager un excédent pour le vendre, par exemple, sur les marchés. Peut-être, si on a encore une minute, un exemple en France. Aussi, il y a des dynamiques qui sont très fortes dans les territoires. Un des enjeux, c'est de rediversifier les productions, allonger, comme on dit, les rotations agricoles. C'est-à-dire de ne pas faire, même si c'est très bien de faire blé, orge, colza, et ça correspond à des besoins, à des attentes, si on réussit avec les paysans et les agriculteurs à allonger les rotations, on va avoir plusieurs bénéfices. Premier bénéfice, c'est de compliquer la vie des bioagresseurs. Quand vous avez des rotations plus longues, le cycle de reproduction de tel ou tel bioagresseur, il va être plus compliqué que si vous êtes en culture un peu spécialisée. Donc c'est un intérêt en termes de protection des cultures. Ça peut avoir un intérêt évidemment pour le sol, la qualité des sols. Réintroduire des légumineuses dans les cycles, c'est très intéressant. Ça permet de capter l'azote de l'air en substitution aux engrais azotés. Et ça permet de produire des légumineuses qui vont nous rendre moins dépendants au niveau de nos élevages du soja importé du Brésil, qui a pu contribuer à la déforestation de l'Amazonie, et ou nous donner aussi des protéines végétales pour l'alimentation humaine, puisqu'on sait qu'on a intérêt à rééquilibrer notre régime. Donc il y a des solutions gagnant-gagnant entre l'agronomie, l'agroécologie, la santé humaine. L'enjeu, c'est que, évidemment, et c'est ça qui est compliqué, c'est pour ça que ça prend du temps, c'est que quand vous dites ça à un agriculteur, il veut bien réintroduire des légumineuses, mais il faut qu'il ait un marché. Il faut que sa coopérative derrière ait investi pour être capable de les traiter, de les transformer, que les industriels soient en capacité de les transformer, que nous, citoyens consommateurs, on en achète et qu'on donne ces signaux-là. Et ça, de mettre en mouvement de longues filières alimentaires autour de cet objectif de l'agroécologie, c'est un peu compliqué. Alors là, on a donné les solutions pour la santé des plantes. Sur la santé des hommes, justement, alors, quelle solution? Sur la santé des hommes et des animaux, alors on n'a pas de... Enfin, on a des solutions qui vont arriver, peut-être si on arrive à ralentir le réchauffement climatique pour éviter cette remontée vers le nord au maximum de vecteurs, pour éviter que les oiseaux arrêtent de descendre vers le sud aussi, hein, parce que si les conditions ne sont plus acceptables en Afrique pour un oiseau, les oiseaux n'iront plus hiverner en Afrique, ils vont hiverner dans le sud-ouest de la France, en Espagne, voire au bord de Loire. Donc c'est dans les scénarios les plus catastrophiques. Et ça, c'est très directement un risque d'introduction d'influenza aviaire. Alors pourquoi on lutte contre l'influenza aviaire? Pour reprendre cet exemple-là, on lutte contre l'influenza aviaire parce que c'est une maladie mortelle pour les oiseaux. C'est une maladie qui a des conséquences économiques dramatiques pour les élevages et pour les éleveurs et pour les oiseaux qui sont atteints. Et c'est aussi une maladie qui nous fait courir le risque d'une transgression de la barrière interespèce et de passage de ces virus à l'homme. Aux États-Unis, en ce moment, il y a ces virus des oiseaux qui sont passés chez les bovins. On s'est rendu compte qu'ils pouvaient être excrétés par le lait. On commence à avoir des cas humains, une cinquantaine. On n'a pas encore réellement d'adaptation complète qui fasse que le virus se transmet d'homme à homme, mais c'est un signe. C'est des choses qu'on disait plutôt réservées au continent asiatique, etc. On voit que ça peut se passer chez nous, donc il faut être très prudent. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vaccine ces animaux
Parce que moins on laisse de chance au virus de se multiplier, moins on lui laisse de chance de s'adapter et de passer d'une espèce à l'autre. Ça, c'est une première chose. Même chose, alors, pour les tiques dont je parlais tout à l'heure et la fièvre de Crimée-Congo, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à mieux surveiller, déjà pour connaître les zones de répartition. Et là, on a un programme de recherche avec INRAE, qui est un programme de recherche citoyenne. Nous, chercheurs, on n'est pas assez nombreux pour aller chercher des tiques dans les champs. Parce que ceux-là sont plutôt dans les champs que dans les bois. Et donc, on va faire appel à un programme de recherche citoyenne qui s'appelle CITIC, avec une application que tout le monde peut charger, qui s'appelle STIC, les gens peuvent signaler qu'ils ont été piqués par une tique et envoyer la tique pour qu'elle soit analysée. On a développé des méthodes d'analyse ultra performantes et ultra rapides pour détecter une 60aine de pathogènes simultanément sur une tique. Donc ça, on sait faire. On a la techno, mais si on n'a pas le signal, si les citoyens ne nous aident pas à faire cette surveillance, on n'y arrivera pas. Donc il faut qu'ils téléchargent cette application. Voilà, et qui le signalent chaque fois qu'ils sont piqués par une tique et qu'ils envoient si possible les tiques. D'accord, merci à tous les trois. Je me permets juste un dernier mot de conclusion. Ces techniques dont on a parlé, en fait, elles vont pouvoir se déployer, se mettre en œuvre à deux conditions. La première, c'est qu'il y a un soutien politique et économique fort. Et ça tombe bien dans le cas de la France, parce qu'on a beaucoup d'argent public qu'on verse dans les systèmes alimentaires. Il suffit maintenant de pouvoir bien le diriger. La deuxième condition, c'est qu'on arrête de soutenir un système à contresens des solutions qu'on promeut. C'est très difficile de promouvoir des productions agroécologiques quand, dans le même temps, le marché vous inonde avec des productions conventionnelles à très bas coût, ou bien parce qu'elles ont été subventionnées, ou bien parce qu'elles ont été produites dans des conditions où la main-d'œuvre est dérisoire. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Et maintenant, place à la table ronde vers des modèles économiques plus résilients. Merci beaucoup.